Pas que l'on puisse arriver à ce type de situation. Et j'ai pensé qu'il serait bon qu'un jour, lorsque nous aurons le film, et on l'a cette semaine, et bien que nous puissions, avec des spécialistes, faire une discussion, vous, réponse, et ainsi de suite. Voilà, donc ce soir, ça se passera comme ça. Et j'ai le grand plaisir donc d'avoir parmi nous Madame Plazaola. C'est bon? Impeccable. Impeccable. Alors, orthophoniste, qui fait partie donc d'une association qui s'appelle APB, Association Parole et Bégaiement, et Monsieur Cardona, c'est bon aussi, impeccable, donc qui est délégué régional donc, de cette association APB. Je vais vous passer la parole, Madame. Merci beaucoup. Vous venez de dire que quand vous aviez vu le film, vous étiez bouleversée, j'ai compris. La mimique voulait dire ça. Je dois dire que je l'ai vu personnellement 3 fois déjà et que je n'ai jamais pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux au moment où effectivement le roi fait son discours. Et je suis sûre que vous serez bouleversés de la même façon parce que c'est un moment d'une vérité absolument éblouissante. Voilà. Et je suis très contente d'en parler ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous tous. Et je suis sûre que quelqu'un a dit qu'il y aurait un avant et un après ce film pour le bégaiement. Et c'est donc pour nous tous qui sommes très sensibles à cette problématique de l'expression verbale, c'est pour nous tous une grande satisfaction, une grande joie, parce que c'est vrai que l'histoire de ce roi, c'est d'abord l'histoire d'un être humain, et c'est l'histoire d'un être humain qui est pratiquement un cas d'école, c'est-à-dire qu'il présente effectivement beaucoup de conditions. Alors je crois que je parle trop, donc je vais laisser la parole à Henri, voilà. Mesdames, bonsoir. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'avoir été invité par M. Bernacchian pour ce film. Voilà, donc merci à vous tous. Je reconnais quelques visages. Voilà, donc on va vous laisser avec le film dans un premier temps. Claude réagira sur le film à la fin, bien sûr. Et puis après les réactions de Claude sur le film, sur vos interrogations, moi j'interviendrai un peu plus sur le rôle de la prévention, ce que nous adultes pouvons faire quand un enfant commence à bégayer. Il y a quelques petits outils, quelques petits trucs qui sont souvent très, très utiles. Voilà, donc je vous souhaite un bon film et puis je vous dis à tout à l'heure. Juste dans le hall, oui, moi aussi je suis ému. Hein. Dans le hall, donc, nous avons aussi le plaisir d'avoir Monsieur Guy-Ange Kang, qui est un écrivain. Alors, lorsque je lui ai demandé exactement qu'est-ce qu'il faisait, il m'a dit « Je suis un comédien ». Alors, il m'a dit « Je suis un auteur sans caméra ». Un acteur sans caméra, c'est bien ça? Oui. Et il m'a dit qu'il avait joué une 50aine de rôles. Donc, dans son bouquin, mais des rôles, pas devant une caméra, bien sûr. Et il explique toutes ces expériences vécues donc dans son bouquin qui vous dédicacera avec plaisir juste à l'entrée. Voilà, merci beaucoup et bon film. Que ce film a récolté aux Oscars d'Hollywood il y a 3-4 semaines les 4 majeurs Oscars, et Colin Firth a eu l'Oscar du premier rôle masculin. Et je pense que ce film le méritait bien. Bien, je suis encore un petit peu ému encore avec ce film-là, parce que ça fait 3 fois que je le vois. Et je pense que je le reverrai encore une fois, mais là j'irai le revoir en anglais.
Enfin, je veux dire, en version originale. Il est un peu différent, quoique la doublure, elle est excellente. Bien, donc moi je vais passer la parole, et juste un point avant de vous passer la parole après dans la salle. Je voudrais vous poser une question à tous les deux, madame, monsieur. Est-ce que l'on est avec cette difficulté d'expression? Alors, ça marche pas. Quoi qu'il en soit, une chose me paraît absolument évidente, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, le film vous a répondu parce que c'est vraiment un message d'une vérité totale. C'est-à-dire, on ne naît pas et on n'est pas bègue. C'est terrible et c'était absolument inacceptable de dire qu'on est bègue. D'ailleurs, c'est magnifique en français. Quand on dit on est, c'est à la fois NAIT et c'est N'-ST. Donc on ne l'est pas. En revanche, on bégaye, c'est-à-dire que c'est une attitude, un comportement, une réaction par rapport aux émotions. Et je crois que ce film nous l'a bien montré, parce que le roi George VI, on voit à quel point tout le long on sent, et comment l'orthophoniste l'a aidé aussi à le montrer, à quel point il est victime d'une sensibilité et d'ébranlements profonds qui l'ont amené à ne pas se fier à lui-même, à se défier profondément de lui-même et à douter de sa place. Il y a un très beau moment où sa femme Elisabeth lui dit « Je n'ai jamais douté ». Et ça, c'est magnifique parce que à partir de ce moment-là, on voit Colin Firth, on voit George VI avec son sourire qui prouve il s'est rejoint lui-même. Hein, il a enfin atteint sa vraie place. Il s'est réunifié. Donc je crois que la réponse. Non, Henri, Il y a des questions dans la salle. Allô. Non, si ça marche. Voilà. S'il y a des questions dans la salle. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, on est là pour vous, quoi. Non. Allô, allô. Oui. Il paraît que la méthode donc, qui a été pratiquée sur le roi est en train d'être supprimée en Angleterre. je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Vous me l'apprenez, vous nous l'apprenez apparemment, parce qu'Henri non plus ne le savait pas. Alors, il existe, sachez-le en tout cas, d'innombrables méthodes. C'est vraiment, il en fleurit tous les jours et il y en a de toutes sortes. Quand on voit ce pauvre homme avec ses billes dans la bouche, par exemple, sous prétexte que Démosthène s'est lui-même rééduqué en se lançant un défi, c'en est une. Il y en a eu d'innombrables, il y a eu des opérations, d'ailleurs Churchill en a parlé, il a dit on a envisagé l'opération, etc. La méthode qu'a appliquée Lionel Log, à mon sens en tout cas, est la seule qui soit digne d'intérêt parce qu'elle est fondée sur le respect et sur la confiance. Et quand il dit nous sommes égaux, c'est un peu curieux dans le film parce qu'il s'adresse à un roi, ou en tout cas à un duc, mais dans la réalité, c'est la seule chose qui soit valable, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'est supérieur à personne. Voilà. Donc, voilà. Cette méthode, elle est magnifique et elle est fondée sur le respect et sur l'estime, de manière à ce que chacun puisse retrouver son propre respect, ce que les Anglais appellent self-esteem, justement, l'estime de soi. Je crois que c'est le principal, l'estime de soi, pour réussir dans tout, quel que soit le bégaiement ou autre chose. Moi, je voudrais compléter qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de thérapeutes, de la même façon qu'il y a autant de bégaiements qu'il y a de gens qui bégayent. Donc, bon, c'est vrai, là, on voit une approche. Cette approche peut être beaucoup plus complexe, peut être beaucoup plus simple. Chaque individu qui bégaye a une histoire particulière. Nous voyons la prise en charge d'un adulte qui a une histoire, qui a un statut, qui a une histoire à venir. Donc on voit quelqu'un qui s'en occupe à temps complet. Il ne faut pas oublier que cet homme, dans ce film, a une prise en charge privilégiée. Et mes idées, moi, vont tout le temps vers ceux qui n'ont pas de prise en charge privilégiée. Je parle de nous tous.
Et je parle encore même de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une place de cinéma ou qui n'ont même pas l'ouverture d'esprit pour ça. Voilà, donc il y a autant de méthodes que de thérapeutes. Merci, bonsoir. Je voudrais savoir à partir de quel moment il faut s'inquiéter et consulter pour un enfant. Parce que j'ai un petit garçon, un petit-fils de 4 ans et de 5 ans. Il a commencé à bégayer il y a 6 mois environ. À partir de quel moment il faut consulter? Est-ce que c'est passager ou est-ce que... Je vais vous répondre en vous raconter une histoire qui est mon histoire. J'ai écrit un livre pour enfants il y a 6 ans, qui aurait dû être publié, mais je n'ai pas eu l'aval de l'association de laquelle que je représente. Bon, néanmoins, étant convaincu de la nécessité qu'une démarche se fasse le plus tôt possible, je suis encore adhérent à l'association et je suis encore présent là grâce au directeur du cinéma. Donc je vais vous lire ce livre pour enfants. Ça va résumer votre question, puis je répondrai après si vous voulez. Donc pourquoi ce livre? 1% de la population souffre de ce trouble de l'expression et de la communication, à des degrés très variables, soit 600 000 personnes en France. Donc ça touche vraiment tout le monde à tout moment, quoi. Il n'y a pas d'âge, ça peut commencer très tôt, et souvent ça commence très tôt. Donc l'histoire, c'est le bégaiement de Mario. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Mario. C'était un petit garçon très gentil. Il ne faisait pas de mal, ni aux coccinelles, ni aux libellules. Il avait un joli tablier avec un cerf-volant cousu par sa maman. Il n'avait que des copains à l'école. Il jouait aux voitures, à la bagarre. Sa maîtresse était très gentille et très belle, mais elle ne voyait pas que des fois il ne pouvait pas parler. C'était après le Noël de l'école. Mario était allé au cinéma avec toute sa classe. Il avait eu des bonbons, une brioche et 2 mandarines. Mario était très content. En plus, il était amoureux de Jennifer. Elle était belle avec ses longs cheveux et son joli blouson vert. Alors, un jour, Mario décide de lui parler. Il se met à côté de Jennifer sur le banc qui se trouve juste à côté avant de sortir de l'école. Mario veut lui parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Plus Mario veut parler, moins il le peut. Les mots se bloquent dans sa gorge. Là c'est important. Vous voyez, une petite histoire d'amour pour un enfant peut être un traumatisme pour lui. Ce que nous on voit comme avec un petit sourire. Voilà. La maman de Jennifer vient la chercher. Mario voit Jennifer qui s'éloigne sans avoir pu lui dire un mot gentil, sans avoir pu lui dire qu'il aimait. Mario n'est plus retourné vers Jennifer, préférant jouer à la bagarre, aux voitures, avec les copains. Jennifer resta dans sa mémoire avec ses longs cheveux, son joli blouson vert et ces mots qu'il n'avait pas pu lui dire. Jennifer resta son secret pendant très très longtemps. Et voilà que Mario rentre à la grande école. Mais sa maman est malade, Mario reste avec son papa chez sa mémé, sa sœur est chez la voisine. À l'école, il n'a pas beaucoup de monde qui l'aime. Certains le frappent, d'autres se moquent de lui. Mario ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas pourquoi, Mario est malheureux. Des fois, il pleure en silence. Le maître ne l'interroge pas souvent, il ne le regarde pas souvent, il ne parle pas avec lui. Mario a changé de classe maintenant, sa maman n'est plus malade et toute la famille habite dans la même maison. Mario a peur que sa mère retombe malade. Mario comprend maintenant pourquoi on se moque de lui. C'est parce qu'il ne peut pas parler quand la maîtresse l'interroge. Le matin, quand il va à l'école, il a peur. Mario ne peut pas répondre quand on le gronde, mais avec les copains ça va, il joue aux bandits, aux policiers, aux chevaliers. Jennifer est à l'école des filles, il ne la croise même plus. La maman de Mario qui rencontre la maîtresse sait que Mario parfois ne peut pas parler ou qu'il parle en répétant. En plus, il a beaucoup de mauvaises notes, sauf en calcul. Mario voit son papa, sa maman et sa sœur vont voir une dame qui a soigné beaucoup d'enfants comme lui. Cette dame rassure son papa et sa maman qui sont très inquiets. Elle leur explique plein de choses. C'est la fin de l'année maintenant. Mario est très content car il a plein de bonnes notes surtout en récitation. Mario passe même au tableau pour faire l'exercice, il n'est plus au fond de la classe. Sa maîtresse s'interroge quand il lève le doigt et le félicite à ses réponses. Il a plein de bons points et plein de livres. Mario voulait devenir président de la République ou clown. Il n'y a pas de président de la République qui s'appelle Mario. Peut-être que Mario c'est le clown dans le cirque qui présente de temps en temps. Peut-être qu'il s'est marié avec Jennifer maintenant. Peut-être que la trapéziste c'est Jennifer maintenant dans le cirque. Oui, enfin tout ça pour vous dire, excusez-moi, j'ai lu moi, je voulais juste en lire un petit bout, et puis je me suis fait prendre tout lire. Non, oui, c'est important parce que la parole, le bégaiement peut commencer quand le langage se met en place. Quand un enfant répète tata, c'est pas innocent, il peut répéter ta,
tant qu'il n'y a pas de blocage, on va pas l'entendre. Et ça peut passer dans le temps. Et c'est vrai que c'est qu'après, quand la société, quand l'école va lui demander de parler, va lui imposer de lire un texte, une récitation, que là, ça va sauter au visage de tout le monde, et on va dire, mais cet enfant bégaye, donc on va poser le diagnostic, et on va s'en occuper. Donc oui, il faut s'en occuper très tôt. Plus on s'en occupe tôt, plus ça passe. Faut oublier qu'un enfant apprend autant entre 0 et 4 ans qu'entre 4 et 20 ans. Il doit apprendre la propreté, il doit apprendre la marche, il doit apprendre la parole, il doit apprendre une multitude de choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc oui, madame, votre fils, petit-fils, voilà, il faut trouver quelqu'un qui ait une formation, parce que c'est assez délicat à mettre en place, mais ça se fait très bien, quoi. Les prises en charge, même, enfin, moi je ne suis pas thérapeute, hein, je m'occupe de ça parce que j'ai connu ça enfant, j'ai connu ça adolescent et jeune adulte. Les prises en charge se font en impliquant la famille, en impliquant les parents. Notamment, moi, ce qui m'a fait déclencher dans cette association, c'est que une fois, il m'appelle et me demande un conseil. Mon rôle, c'était uniquement d'orienter vers des thérapeutes formés qui existent, quoi. Il y en a qui s'intéressent, Claude est l'exemple type, quoi. Il y en a d'autres, quoi. Et cette maman me dit, mais vous n'avez rien à me dire. Moi, j'étais là juste pour lui donner des numéros de téléphone. Donc, j'ai pris un livre qui existait, qui est d'ailleurs à l'entrée, qui s'appelle Paroles de parents. C'est le livre d'Anne-Marie Simon, qui est orthophoniste à Paris et qui est fondatrice de l'association. Et j'ai lu un petit texte à la fin qui s'appelait La lecture d'images. Donc, je l'ai lu basiquement, quoi. J'avais déjà lu, mais là, je l'ai relu. Et en quoi consiste la lecture d'images? C'est simplement quand on a un petit moment privilégié avec son enfant, avec un enfant, je dirais, qui a une souffrance X, Y ou Z, parce que le bégaiement, c'est la manifestation d'une souffrance. Un enfant, pour être violent, pour avoir d'autres troubles, le bégaiement, c'est un trouble pour dire « papa, maman, ça va pas ». Donc, pendant ces moments privilégiés, si l'enfant veut prendre 10 fois le même livre, il prendra 10 fois le même livre. S'il veut commencer le livre par la fin, on le fera prendre le livre par la fin. Si derrière une voiture, il voit un camion, c'est que c'est pas grave. Peut-être que dans la journée, il y a un camion qui est passé près de vous dans la rue, qu'il a eu peur de ce camion, et le soir, au moment où vous faites la lecture d'images, où lui peut s'exprimer en commentant les images parce qu'il ne sait pas lire, parce qu'il a 2 ans et demi, 3 ans et demi, il va vous dire camion, ben, peut-être que, en calculant un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est oui, effectivement, il y a un camion qui est passé à côté, qui a klaxonné, qu'il a eu peur. Donc ça lui permettra, lui, de se soulager, de s'endormir plus tranquillement, plus sereinement. Voilà. Donc oui, il faut prendre un enfant en charge le plus tôt possible dès que c'est décelé, quoi. Souvent, on entend dire non, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas lui dire qu'il bégaye. Ben, c'est vrai que, on entend ça. Ben, c'est vrai que Ça c'est vrai que sur 4 enfants qui commencent à bégayer, 3 s'arrêtent. Le 4e, c'était moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que sur 4 enfants qui commencent à bégayer, il y a des études, il y a des gens qui ont bien réfléchi dessus. Sur 4 enfants qui commencent à bégayer, parce que le bégaiement, c'est normal, enfin, le bégayage est normal. Un enfant qui va dire ta, on ne va pas s'inquiéter plus que ça quand il apprend à parler. Mais à partir du moment où il commence à buter ta, voilà, là il faut commencer à s'inquiéter, il faut aller consulter quelqu'un qui a fait une formation, ne pas hésiter à demander si la personne a fait des formations, ne pas hésiter à changer si la personne ne convient pas, c'est-à-dire que si la personne va s'occuper que de l'enfant et ne pas parler aux parents, ne rien transmettre. Voilà. Et lui-même il en parle, lui-même il dit qu'il bégaye. C'est important que votre fille amène au bord quelqu'un qui peut le... Vous habitez dans quel coin? Carreau. À Carreau? Ben écoutez, après il y a mes coordonnées à la fin, on en parlera. Hein? Bonsoir. Je voulais juste vous demander, je ne sais pas si c'est la réalité, mais il paraît que seuls les hommes bégayent. Est-ce que c'est exact et pourquoi? Je vais peut-être répondre. Alors, on a fait des statistiques. Vous savez, les anglo-saxons adorent les statistiques. Donc, on a effectivement dégagé une majorité de personnes de sexe masculin qui bégaient. On a aussi relevé d'autres particularités. On sait beaucoup, par exemple, on a dit ce sont les personnes sont gauchères, les hommes, plutôt les hommes et plutôt les gauchers, par exemple.
ce n'est pas tout à fait exact. Quand on parle de latéralité, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une latéralité homogène, c'est-à-dire que la parole, en fait, c'est un geste. C'est un geste d'expression au même titre que tous les autres gestes qui animent une personne vivante. Ça veut dire que dans le geste, il y a élan, et que cet élan a besoin de points d'appui. Alors, ce qui se passe dans la structure de la personnalité, mais là je parle, on a beaucoup parlé à Alain Gauthier qui est psychologue et très spécialisé dans le suivi aussi de ces personnes, on considère qu'une personnalité a des atouts pour s'épanouir quand elle a beaucoup de points d'appui, beaucoup de points de repère et beaucoup donc, de points d'assurance. Alors, dans ces discussions, on a aussi dit que bon, c'est évident qu'une latéralité homogène, ça aide parce que ça constitue un point d'appui. L'être humain, il bouge et il s'exprime et il parle dans l'espace, aussi bien que dans le temps. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ces points d'appui. Et à propos d'assurance, vous avez entendu dans le film, on a beaucoup parlé de peur et on a parlé de doute. Et tous ces éléments viennent nuire effectivement à la liberté, à la spontanéité, à l'aisance, autrement dit à la fluidité de l'expression verbale, comme de tout autre mode d'expression. Alors vous attirez l'attention sur un point particulier qui est le sexe. Effectivement, cette majorité d'hommes, beaucoup ont émis l'hypothèse selon laquelle les hommes, eh bien, ils ont une image à assurer. Et c'était vrai essentiellement dans le passé, c'est toujours vrai, peut-être encore un petit peu plus que les femmes, ça reste quand même le chef de famille, le soutien de famille. On attend d'eux des performances, il y a des défis en permanence. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, effectivement, il y a peut-être un peu plus, il y a objectivement plus d'éléments masculins dans la population qui bégayent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de femmes qui souffrent de ce trouble. Pour moi qui suis un homme, pour moi c'est, ce qui a rien de scientifique, pour moi c'est surtout le côté séduction. L'homme quand il doit séduire, il ne peut pas séduire sans la parole. Dire à une femme j'ai envie de toi, tu me plais, ça ne peut pas se faire sans la parole. Alors que la femme, pour plaire, elle peut plaire sans mots, quoi. Donc, moi, à mon avis, ça se joue un peu plus là-dessus, mais bon, il y a rien de scientifique, c'est qu'un regard social. Tu nous parles de toi. Je parle de tout le monde, mais je suis un homme, donc bon, je m'exprime plus avec mes hormones que les hormones de madame. Inconsciemment, complexe d'Oedipe, c'est pas moi qui l'ai inventé, la relation du petit garçon à la maman, la relation de la petite maman, la fin de la petite fille au papa, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc ça existe déjà, quoi. Dire tu es un garçon et un homme ne pleure pas, ça c'est encore quelque chose qui se dit. Ça se dit encore. On bloque plus les garçons au niveau des émotions. Oui. Il y a certainement un grand problème. On l'espère tous. À la limite, peu importe, ce qu'il faut, c'est que les prises en charge soient efficaces le plus tôt possible, garçon ou fille. Voilà. On a répondu à votre question, madame? On a répondu à votre question? Ben, complétez, je vous en prie. Non, juste, en fait, on parlait tout à l'heure d'enfants aussi, donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler que les enfants sont dans la séduction. Je pense que c'est un autre problème quand il s'agit d'enfants. Des petits garçons, des petites filles qui bégayent, il n'y en a pas tellement finalement. Enfin, je sais même s'il n'y en a pas. D'après les renseignements que j'ai, il n'y en a pas du tout. Alors, oh non, il y a dans le cabinet nous envoyons en moindre proportion, vous avez tout à fait raison. Pardon, nous envoyons en moindre proportion. Et c'est tout à l'heure, je vous parlais de cette parole qu'on assène aux petits garçons et qui reste quand même tout à fait dans la mentalité de nos populations, c'est-à-dire un petit garçon, on attend. Vous avez vu le pauvre Georges V, le pauvre Georges VI, le pauvre Bertie, et qui disait que bon, il fallait prendre sur soi. Vous avez vu sa mère, comment on attendait dans cette famille, mais bon, ça c'est caricatural bien sûr, mais voilà, comme dit Henri, c'est encore vrai dans toutes les familles. Un petit garçon, on attend de lui qu'il assure, voilà. C'est implicite, c'est pas le père qui va dire tu assures, tu as enfin, 2 ans et demi ou 3 ans, on le dit pas, quoi, normalement, quoi. Pas comme dans le film. Voilà, mais implicitement,
voilà, on a tous une culture, un passé qui pousse à ça, quoi. Pour compléter ce que disait Madame concernant le problème donc, qui se porte principalement sur les hommes, il est vrai que je connais quelques personnalités, comme vous tous, qui aujourd'hui, lorsqu'on m'a dit qu'ils bégayaient, j'ai été surpris, et principalement je pense à François Bayrou. Il m'est impossible de penser que ce monsieur bégayait. Et je pense aussi à Francis Perrin qui lui insistait grossièrement. Mais un autre, Vincent Landon, lui, en revanche, mais il n'y a pas de femme, il n'y a que des hommes. C'est vrai. Ben, je ne l'ai pas connu. Dommage pour le prince Albert, bien sûr. Bon, quand on parle du prince Albert, ça vous fait peut-être penser un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire que la personnalité du prince Régnier, je pense que c'est... D'ailleurs, il était notoire, de notoriété publique, qui disait de son fils que c'était un pauvre con. Alors, j'imagine qu'il a dû l'entendre, enfin, dans tous les sens du terme. Oui, l'image de soi, oui, c'est connu, malheureusement. On l'a vu là aussi. J'aurais une question à poser, madame. Il y a un passage du film, lorsqu'il s'évade en se mettant un casque sur la tête, et là, il parle, il lit, et ce qui est surprenant, c'est qu'il lit sans bégayer. Comment vous expliquez cela? Alors, ce n'est pas moi qui l'explique, c'est connu, hein, c'est-à-dire on a une pratique, on peut avoir recours à une pratique qui s'appelle d'une manière plus scientifique le Delayed Audio Feedback, excusez-moi mon accent, et c'est ce qu'on appelle le DAF. Hein. Le DAF, c'est ça, c'est-à-dire que le personnage peut prendre du recul par rapport à sa parole parce qu'il ne s'entend pas. Et il n'est pas terrifié par la peur et la mauvaise image qu'il a l'impression de recevoir de lui-même. C'est ça l'explication. C'est un outil thérapeutique, comme il y en a d'autres d'ailleurs. C'est vrai que le DAF, je crois que c'est un petit peu moins utilisé maintenant, mais il y a des patients qui arrivent et qui ont cette revendication du DAF, alors que c'est un peu quand même... Bon, c'est pas... Disons que c'est merveilleux, parce que c'est une démonstration pour quelqu'un qui doute totalement de soi, comme le faisait Purdy. Mais en revanche, évidemment que c'est une espèce de béquille, c'est-à-dire c'est une tricherie. L'idéal, c'est d'arriver au contraire à ce que, quand nous parlions d'abord pour nous-mêmes, d'abord pour le plaisir de nous exprimer, et en second lieu, donc c'est l'expression qui est prise. Et je voulais, puisque vous avez très pertinemment relevé ce point, moi j'aurais bien voulu vous parler de quelque chose qui est un problème de traduction, mais qui me paraît essentiel par rapport à cette prise en charge, à une prise en charge honorable du trouble. C'est-à-dire que j'ai été très choquée la première fois que j'ai vu le film, d'entendre l'orthophoniste dire à son patient « dites-le pour moi ». Et en fait, j'ai même entendu « faites-le pour moi ». J'étais horrifiée parce que c'est une façon pour le thérapeute de prendre le pouvoir. Il n'est pas question que les patients parlent pour quelqu'un, si ce n'est pour eux-mêmes d'ailleurs. Et donc, je suis allée le voir vite en version originale. Et c'est très difficile à traduire effectivement. Mais ce que dit Lionel Locke, c'est « say it to me ». Ce qui est difficile à traduire. Mais ça veut dire « parlez-moi à moi ». Autrement dit, ne pensez pas, vous avez vu la scène où il vient et il a le vertige face à tous ces grands personnages, les portraits de ses ancêtres et tout. Et il est écrasé, envahi par les autres. Donc là, Lionel lui dit cela parce qu'il a reconstitué un espace qui est un espace de sécurité et de sympathie et d'amitié qui n'est plus bouleversant, qui n'est plus quelque chose qui va lui faire perdre ses repères. Voilà, mais c'est important parce que c'est vrai que cette question de traduction, c'est très important dans l'image qu'on peut avoir de la démarche à avoir avec un patient à qui, en tant que thérapeute,
Mon sentiment, c'est que nous avons simplement un rôle d'accompagnement pour qu'il se retrouve lui-même, comme a fait Georges V. Il s'est retrouvé lui-même. Voilà. On peut dire, je crois on peut se retrouver dans les propos de François Lehuche quand il parle d'interlocuteur actif. François Lehuche, quand il parle d'interlocuteur actif, c'est-à-dire que l'autre répond, on parle à quelqu'un, on lui parle. Comment t'expliquer? C'est-à-dire que l'autre est actif en face, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous rentre dans vos propos, vous écoute, n'est pas le regard qui fuit, répond à votre question, d'abord l'écoute, quoi. D'abord l'écoute, absolument. Voilà. D'abord la disponibilité et le respect. Autrement dit, il y a aussi une notion fondamentale dans ce film, c'est vraiment un très très grand film. On est tous bouleversés à la fin, à deux titres. C'est vrai que la situation historique, elle est bouleversante. C'est vrai qu'on sait à quel point la famille royale d'Angleterre a été honorable, admirable, et on est bouleversé de voir qu'il a enfin conquis sa place de roi. C'est légitime, voilà, il se sent légitime. Mais je veux dire qu'il y a tout le long, il y a une notion d'égalité. Quand il dit ici, nous sommes à égalité, ça fait rire parce que c'est le roi, mais c'est tellement important, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus. Ce n'est pas parce qu'un thérapeute a fait des études, a appris des choses, qu'il peut être au-dessus. Personne n'est au-dessus de personne. On est simplement là dans l'espoir de partager ces connaissances qui doivent être le lot de tout le monde, en fait. Tout le monde devrait savoir comment se passe la parole, ce que c'est que la parole. Voilà, donc c'est un partage et cette notion d'égalité, quand il dit ici on s'appelle par notre prénom, c'est vachement important. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Merci. Vous avez dit qu'il y a donc plusieurs méthodes aujourd'hui pour soigner. Et est-ce qu'il y a certaines plaies qu'on ne pourrait pas guérir? Et si oui, pourquoi? C'est une bonne question et c'est une question piège entre guillemets. Ça veut dire qu'effectivement, nous connaissons tous, autant que nous sommes, des échecs thérapeutiques. Les patients connaissent des échecs thérapeutiques. C'est que vous avez senti à quel point le bégaiement est une question de rencontre et de réappropriation de soi d'abord et du monde par ailleurs. C'est-à-dire trouver sa place et se donner la permission de s'exprimer en toutes circonstances. Alors, pourquoi y a-t-il des échecs thérapeutiques? C'est que je crois aussi qu'on a bien dit que c'était réactionnel, c'est-à-dire que toute personne qui bégaie est une personne qui est fondamentalement d'une sensibilité à fleur de peau. Je dirais qu'elle a un niveau réactionnel, émotionnel plus bas que la moyenne, et que par conséquent, elle est plus facilement bouleversée. Elle est plus facilement aussi, comment vous dire, nous rencontrons tous des épreuves dans notre vie, très tôt d'ailleurs, et innombrables, et chacun d'entre nous va en être affecté à des degrés divers. Je pense que certaines personnes connaissent des situations qui, compte tenu de leur sensibilité et du contexte de leur histoire, vont avoir plus de difficultés que d'autres. Et que c'est pour ça que tout à l'heure Henri parlait de l'environnement et de l'importance des rencontres et des personnes qui sont autour de nous. Mais il n'y a pas de doute que certaines personnes ont eu des souffrances tellement archaïques et peut-être qu'elles ont développé des résistances au changement parce qu'il y a des enjeux énormes dans leur vie, dans leur histoire. À ce moment-là, effectivement, on va se heurter à des obstacles plus importants. Voilà. Moi, je veux dire que c'est vrai que le bégaiement, on a vu un exemple de bégaiement, c'est-à-dire quelqu'un qui veut parler, qui peut pas parler. Ça, c'est un bégaiement. Mais il y a un autre type de bégaiement qui est l'évitement. C'est-à-dire pour ne pas bégayer, vous ne dites pas le mot. Donc, quand on parle d'échec thérapeutique, quand on parle... Moi, ça me dérange tout le temps parce que je connais notamment quelqu'un qui est sur Toulouse, qui a organisé un colloque, une association. Ce colloque, c'était le bégaiement et l'art, donc là, pourquoi pas, ou l'art de bégayer.
C'est-à-dire que c'est une personne qui parle avec un bégaiement très fluide, il ratatouille normalement, gentiment, il passe tous ses messages. Est-ce que cet homme, en allant voir un thérapeute qui soit orthophoniste, psychanalyste, psychiatre, psychologue, et qui continue à avoir ces bégaiements, on va dire qu'il n'est pas guéri. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est très heureux, il a 3 enfants, une femme, il a un bon boulot, ce garçon n'est pas malheureux, quoi. Donc bon, parler d'échec, c'est tout le temps... Après, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui sont médiatisées, où on voit ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, qui sont pris en charge pendant 3 jours ou 10 jours contre 1 000 €. 2 000 €, oui, je connais moins cher. Voilà. Donc, on force ces gens-là à... Donc, on force ces gens-là à ne plus bégayer. Mais si ces gens-là ont un bégayage, mais qu'ils arrivent à s'exprimer, qu'ils passent tous leurs messages, que ces gens-là arrivent à avoir une activité sociale satisfaisante, qu'ils ne soient pas obligés d'avoir un statut coteré pour pouvoir travailler, parce que certains sont obligés d'avoir un statut coteré pour avoir du boulot, bon, le bégayage va rester, mais c'est pas si grave, quoi. C'est la souffrance qui compte derrière le trouble, quoi, quel que soit le trouble d'ailleurs. On a été clair? Bon, ben écoutez, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, il fait un temps merveilleux dehors. Mais soyez couverts quand même. Bonne soirée, merci.